Bonjour. Vous voyez, aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Je suis venue avec mes poupées. Oui, ça, c'est deux de mes anciennes poupées quand j'étais gamine. Parce que je suis une petite fille Bella, voyez-vous. Bella, ça vous dit quelque chose. C'était le premier fabricant européen de poupées à l'époque. Et il se trouve que l'usine était à Perpignan. Et oui, Bella, c'est une marque de Perpignan, au Vernet exactement, au quartier nord de Perpignan, jusqu'en 1984. Et ma marraine travaillait à cette usine, et à chacun de mes anniversaires et de mes Noëls, j'avais une poupée, donc il m'en reste encore quelques-unes, dont ces deux que je voulais vous présenter, magnifiques poupées, comme on n'en fait plus, je dirais, aujourd'hui. Et j'avais envie depuis longtemps de raconter cette histoire, l'histoire de cette saga des poupées Bella, ce Perpignan des années 60, dans un quartier ouvrier, populaire, et puis aussi tous ces gens qui doivent quelque chose, je dirais, aux poupées. Vous comprendrez quoi exactement? Parce que les poupées, c'est pas un jouet comme les autres. Voilà. Les poupées, ça sert à plein de choses, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Mais on va pas tarder. Vous voulez que je vous y emmène tout de suite? Alors, direction le Vernet, et on va à l'usine, ou plus exactement en face de l'usine, de l'autre côté de la ville. Un enchevêtrement obscène de bras mutilés, de corps éventrés, de cuisses balafrées, de membres potelés écrasés. Il détourna le regard. Cette vision lui causait toujours une oppressante sensation de malaise. Un coup sec sur les brancards, et une dernière tête roula dans la fosse, ses longs cheveux blonds balayant le bois du plateau. Il essuya d'un revers de main las son front moite, avant de s'éloigner, le pas traînant, en poussant sa brouette vide. Sans le chat, elle n'aurait jamais remarqué le coin du grillage relevé. Ce n'était pourtant pas la première fois qu'elle longeait la clôture, les yeux rivés sur le long bâtiment blanc de l'autre côté de l'avenue. Sauf au feu de la patte-d'oie sécurisée, ses parents lui interdisaient de traverser cette large voie où les voitures roulaient parfois, selon l'expression qu'ils employaient souvent sans même se rendre compte de la crudité de l'image qu'elle véhiculait, à tombeau ouvert. Pour en être passé très près, Sylvie prenait la consigne au pied de la lettre. Malgré l'odeur assez écœurante qui y régnait, elle restait donc en face, à l'abri des regards, derrière l'annexe, les mains agrippées au fil de fer entrecroisé pour mieux voir l'usine. Elle était tellement fascinée qu'elle avait mis du temps à remarquer l'étrange manège qui se déroulait derrière le hangar. De là où elle était, elle ne distinguait pas bien ce que faisait l'homme en bleu de travail. Il aurait fallu être plus près, passer la clôture. C'est à ce moment-là que le chat tigré était venu se frotter contre ses chaussettes blanches. « Oh, vulgaire gouttière !» aurait dit leur voisin M. Fabre, qui ne jurait que par ces deux siamois au strabisme dédaigneux, dont la principale activité semblait être de se faire consciencieusement les griffes sur la tapisserie des fauteuils avec la bénédiction de leur maître. Elle ne les aimait guère et ils le lui rendaient bien, si tant est qu'on puisse interpréter ainsi leur arrogante indifférence. Au moins ce modeste félin tigré en mal d'affection qui s'enroulait autour de ses chevilles s'intéressait à elle. Mais quand elle s'était baissée pour le caresser, il avait esquivé sa main et s'était éloigné de quelques bonds, juste pour se mettre hors de portée. Il la fixait de ses yeux jaunes fendus, la tête légèrement penchée sur le côté, dans l'attente. Elle avait fait un pas vers lui et il avait à nouveau pris sa distance. « Toi, tu as envie de jouer », s'était-elle amusée. De bond en bond et de pas en pas, ils avaient ainsi longé la clôture jusqu'au moment où le chat joueur s'était glissé entre un piquet et le grillage retroussé. À travers les mailles métalliques, elle le voyait batifoler après un papillon orange moucheté de brun, visiblement très à son aise. Elle l'était moins. Elle mourait d'envie de le suivre, mais pour cela il fallait franchir la limite, enfreindre l'interdiction qui était clairement énoncée en grosses lettres rouges sur le panneau apposé à l'angle. Depuis ce qui était arrivé, elle respectait les règles scrupuleusement, rigoureusement. Une fois suffisait. Le papillon folâtre se posa sur une touffe de graminées. Le chat s'était aplati dans les hautes herbes, prêt à bondir. Elle se baissa aussi, la main droite agrippée au grillage. Ses genoux flageolaient sous sa jupe plissée écossaise. Sa joue la brûlait.
Le félin chasseur s'élança, faisant valser les ombelles, mais le lépidoptère voltigeait déjà 5 mètres plus loin. Les jointures de ses doigts blanchissaient. Elle ne parvenait pas à lâcher la clôture. Elle renonça. Tandis que le chat filait vers le hangar, elle s'éloigna, le cœur lourd, massant de sa main gauche ses phalanges douloureuses. Encore une qui flanchait au moment de franchir le Rubicon. Les jupes plissées, chaussettes blanches, répugnaient à salir leurs beaux habits en se risquant dans le terrain vague. Il fallait reconnaître que ce n'était pas la tenue idéale pour ramper comme il le faisait sur cette argile poudreuse, au milieu des herbes folles et des chardons, sans parler de l'odeur qui avait de quoi faire fuir les filles des beaux quartiers. Le chat tigré vint se frotter contre lui, sollicitant une caresse. « Alors Mimi, tu as encore fait du charme à une demoiselle ? Quel séducteur irrésistible !» Le don Juan à 4 pattes avait sûrement une maison quelque part, et un nom que lui avait donné son maître, mais il ne le connaissait pas. Alors comme il aimait bien lui parler, et n'imaginait pas s'adresser à lui en disant « le chat », il avait choisi de l'appeler comme dans son premier livre de lecture, celui du cours préparatoire de Madame Vidal qui lui avait ouvert la porte du merveilleux royaume des mots. Il se voyait encore remonter la rue qui menait à la maison en sautillant le cœur allègre. Il répétait en chantonnant, juste pour lui-même, avec ravissement, les toutes premières syllabes qu'il venait d'apprendre à déchiffrer. Meimi, meimi, mimi, meimi, keoko, miko, mimi, eko et miko. Le chat et l'ours en peluche d'une petite fille qui s'appelait Mylène. Une fillette avec des tresses blondes dessinées avec eux sur la couverture cartonnée, mais ça, ils ne l'avaient appris que le surlendemain, quand Madame Vidal leur avait appris le ne, le et le est, qu'il avait découvert avec ravissement, son accent impertinent en guise de chapeau incliné sur l'œil. Il roula précautionneusement sur le flanc pour jeter un dernier regard à la jupe plissée chaussettes blanches qui s'éloignait en se frottant les mains. Elle aussi portait des tresses, enfin une, mais pas au milieu. Ses cheveux châtain clair étaient tirés sur son oreille droite et sa natte se levait sur son épaule. C'était assez inhabituel. Les filles de l'école portaient plutôt la queue de cheval ou un bandeau au-dessus de leur frange, mais c'était joli. Il reprit son poste d'observation à plat ventre en réprimant une grimace. Son genou meurtri avait heurté une pierre pointue. Si seulement il avait emporté son pantalon de survêtement. Mais en ce début d'automne était très doux, comme souvent au pays catalan, et il ne voulait pas s'encombrer d'un sac. Le jeudi après-midi, il avait entraînement de rugby. Il n'aimait pas ça, mais son père y tenait, absolument. Et bien sûr, comme d'habitude, cette grosse brute d'Antoine, le grand Tony, comme il se faisait appeler, avait pris un malin plaisir à le plaquer, et le plaquer encore dès qu'il recevait le ballon, sans ménagement. Il était au sortir du terrain avec un gros bleu à la hanche et un genou en sang. L'eau oxygénée que l'entraîneur avait versée dessus avant de le badigeonner de mercurochrome n'avait pas arrangé les choses. Il avait eu bien du mal à pédaler d'Aimé Gérald jusqu'ici sur son vélo, qu'un bout de carton maintenu sur un rayon de la roue arrière avec une pince à linge transformait en vélomoteur, enfin du moins à l'oreille. Mais il n'aurait raté pour rien au monde sa visite hebdomadaire au terrain vague. Comme il n'avait qu'une heure devant lui avant de rentrer faire ses devoirs et finir l'après-midi sans que ses parents se rendent compte de son escapade, il s'était fait violence, mais sa jambe restait douloureuse. Son genou couronné était chaud sous sa paume. Lassé de courir après le papillon orange, Mimi s'était allongée dans les hautes herbes et avait entrepris une toilette minutieuse. Du bout de sa langue râpeuse, il léchait consciencieusement les coussinets de ses pattes, un par un. « Tiens, te revoilà, toi !» Une ombre se laissa tomber souplement à ses côtés, le faisant sursauter. Il n'avait pas entendu le garçon approcher. Comment était-ce possible? Il lui jeta un regard méfiant, notant au passage la chemise maculée de terre, le short d'épaisse toile brune avec de multiples poches, comme en portaient les scouts, et les espadrilles à semelles de cordes effilochées. Un foulard rouge roulé en bandeau lui saignait le front à la manière des Indiens de western. La ressemblance était encore accentuée par la main qu'il tenait en visière au-dessus de ses yeux plissés au ras du talus. « Ta mère aussi travaille ici? Dans quel atelier ?» Il parlait vite en butant légèrement sur les T, enchaînant les questions sans même laisser à son jeune compagnon le temps d'y répondre, le regard fixé sur l'angle du hangar où venait de réapparaître l'homme en bleu de travail qui poussait sa brouette en traînant les pieds. « C'est José !» commenta l'Indien scout en se tortillant pour farfouiller dans les innombrables poches de son short. Un taciturne. Toujours ses T qui restaient collés à son palais. Il avait trouvé ce qu'il cherchait. Ouvrant le papier d'un coup de pouce expert, il enfourna dans sa bouche
une plaquette de chewing-gum qu'il entreprit de mastiquer consciencieusement. Il allait remettre l'étui froissé dans sa poche quand il se souvint qu'il n'était pas seul. « T'en veux un » articula-t-il laborieusement, le tendant à son voisin. Une fois encore, il n'attendit pas la réponse et le lui fourra dans la main pour se remettre à faire le guet. « Je ne l'ai jamais entendu prononcer le moindre mot, » continua-t-il à soliloquer. « Ma mère dit que jeune, il a été interné dans les camps, mais il ne s'en est jamais remis. »« Ah, enfin !» La silhouette bleue venait de disparaître par la porte du hangar. Le garçon bondit et dévala la pente, courbée en deux, ses semelles de corde glissant sur l'argile pulvérulente. Courant et dérapant, il atteignit la fosse, rafla quelques mèches qui dépassaient et sans s'attarder remonta en s'aidant des touffes d'herbe qu'il saisissait de sa main gauche, tandis que la droite tenait serrée dans son poing une chevelure brune bouclée et une autre blonde et lisse. Il se lécha choir, dos au talus, le temps de les accrocher à sa ceinture, puis sauta sur ses pieds. « Et 2 scalps de plus !» lança-t-il en tapotant les 2 têtes qui se balançaient sur sa hanche. Grand chef loup sauvage, très content. Ses yeux gris étincelaient sous son bandeau rouge, et il avait levé la main à hauteur de son visage, paume vers l'extérieur, sans doute en signe de revoir, puisqu'il s'éloignait déjà vers la clôture. Je m'appelle Michel, et toi ?» Loup sauvage avait déjà atteint l'ouverture dans le grillage, et sa réponse ne fut pas très audible. « Éric ? Patrick ?» Il n'eut pas le loisir de s'interroger davantage. Une sirène s'était déclenchée dans l'usine, de l'autre côté de l'avenue. 18 heures. L'heure de la pause pour l'équipe de l'après-midi. La plupart des employés allaient boire un coup à la Régence, le café d'à côté, mais certains ouvriers des fours venaient jusqu'au hangar griller une cigarette et avaler un quignon de pain avec un peu de pâté ou un morceau de boutifard, de saucisse. Ils y étaient parfois rejoints par quelques femmes en blouse bleu ciel qui parlaient beaucoup et gloussaient en se tapotant leurs cheveux. Il était plus que temps de décamper. Mimi avait disparu. Il battit en retraite sur les pas de l'Indien Scalper. Machinalement, elle introduisit la clé dans la serrure, mais impossible de la faire tourner, évidemment. Elle la retira avec un soupir d'agacement. Elle avait beau le lui rappeler à chaque fois qu'elle sortait, sa mère ne verrouillait jamais la porte. « Pourquoi faire ?» disait-elle. Elle vivait au Vernet depuis 40 ans. Tout le monde connaissait tout le monde dans la rue, et d'ailleurs ce n'était pas à son âge qu'elle allait changer ses habitudes. Et tant pis si avec sa hanche récalcitrante et le père cloué dans un fauteuil depuis son attaque, ils étaient des proies faciles pour les voyous de passage. Plus têtue qu'une bourrique, la mère, et sourde, du moins quand c'était sa fille aînée qui lui parlait. Elle remit la clé dans sa poche et poussa la porte d'entrée du pavillon au volet peint dans une ignoble teinte entre sang de bœuf et bordeaux délavé qui aurait eu bien besoin d'être rafraîchi ou mieux encore changé. Jean-François Michael disait encore une fois adieu à sa jolie Candy qui s'en retournait en Angleterre. Sa mère vivait toute la journée branchée sur RMC. Elle allumait son transistor d'un geste automatique dès qu'elle arrivait dans la cuisine pour préparer son café au lait du matin et ne l'éteignait qu'en la quittant le soir pour aller se glisser dans son lit en chemise de nuit. Elle fredonnait les chansons, envoyait des dizaines de cartes postales pour participer au jeu, répondait aux animateurs, commentait les informations. Ça lui faisait une compagnie un peu plus gaie et bavarde que son mari infirme. Lui, il était assis comme à son habitude, sévère et hautain. Son journal sur les genoux, près de la table en formica où sa cigarette finissait de se consumer. Dans l'encadrement de la porte, au bout du couloir qui servait d'entrée, elle distinguait son front agrandi par la calvitie et ses sourcils froncés penchés sur sa page de mots croisés. Sa mère était hors champ, on l'entendait qui s'activait devant l'évier dont le robinet était ouvert en grand tout en reprenant « était faute de français » de sa voix éraillée. Une fin d'après-midi ordinaire. Elle suspendit sa gabardine à la patère. Quelle idée elle avait eue en partant tout à l'heure. Elle avait même glissé dans une de ses poches soigneusement pliée la capuche en plastique transparent qui se nouait sous le menton comme un foulard. Elle était persuadée qu'elle allait pleuvoir. Allait savoir pourquoi. Les grosses pluies d'automne ne commenceraient pas avant la fin du mois, voire en novembre, après l'été de la Saint-Martin, mais en voyant quelques nuages un peu plus sombres dans le ciel, elle s'était dit qu'il n'était pas exclu que quelques gouttes tombent. De toute façon, c'était une mauvaise journée. Tout était allé de travers. La main sur la boule en cuivre qui terminait la rampe de l'escalier, elle hasarda un « Je suis rentrée !» sans conviction. Aucune réaction. Pas plus du front dégarni que du côté de l'évier. Qu'est-ce qu'elle disait?
Parfois, elle avait l'impression d'être transparente. Ses parents s'étaient-ils seulement rendus compte de son absence? Tout à l'heure, près de l'arrêt de bus, un gamin en tenue de rugby avait failli la renverser à vélo. Lui non plus ne l'avait pas vue. Instinctivement, elle jeta un coup d'œil dans le miroir rond, encadré de rotin, accroché au mur de l'entrée. Il était placé un peu trop haut pour elle. Son père l'avait réglé pour pouvoir ajuster son chapeau quand il partait travailler à la préfecture, et tant pis si les femmes de la maison étaient plus petites que lui de 15 bons centimètres. Ce miroir ne lui renvoyait que le reflet du haut de sa tête, de la petite bosse qu'elle avait au milieu du nez, au ruban, au sommet de son chignon retenu par des épingles. Mais ce qu'elle voyait n'avait rien de bien affriolant. Derrière ses lunettes papillons, ses yeux semblaient éteints, et le châtain terne de ses cheveux n'arrangeait rien. Elle soupira. Même elle n'aurait pas fait attention à elle. Qu'avait bien pu voir la vendeuse de la boutique? Pourquoi ce regard soupçonneux tandis qu'elle lui répondait que non, cet article-là ne se faisait plus? Il avait fallu faire comme si cela n'avait pas d'importance, se composer un visage impassible, mais sa déception avait dû transparaître. Les sanglots de Jean-François Michael, pleurant son amour de vacances, avaient cédé la place à la voix sirupeuse de crooner néerlandais de David Alexandre Winter, Candy à Lady Mary, et le bruit d'eau du robinet au choc des couverts et des casseroles. Elle avait une bonne heure, voire 1 heure et demie devant elle pour rattraper cette mauvaise journée. Elle gravit donc silencieusement l'escalier. À chaque marche, le nœud dans sa gorge se desserrait un peu et son cœur se faisait plus léger. À cause de sa hanche, sa mère ne montait plus au premier. Quant à son père, il fallait l'aider à passer du lit au fauteuil, du fauteuil au lit. Mais par précaution, au cas bien improbable où quelqu'un ou quelques visiteurs égarés se risqueraient à l'étage, elle fermait toujours à clé la porte de sa chambre. Elle déverrouilla donc le battant, jeta son sac à la volée sur le dessus de lit en chenille verte, posa ses lunettes sur le cosy, à leur place habituelle, à côté du réveil matin, et ôta ses escarpins vernis pour enfiler les mules bleues qu'elle avait elle-même brodées d'un bouquet champêtre de coquelicots et marguerites. Elle était prête. Face à la fenêtre, une porte recouverte de la même tapisserie que les murs, ivoire rythmé de roses en guirlande, ouvrait sur une petite pièce où naguère sa mère avait sa machine à coudre et qui était devenue son royaume. Dans la pénombre des stores vénitiens baissés, les Moïse en osier tressé, garnis de festons de broderie anglaise, s'alignaient tout autour de la vieille chaise à bascule, paisible. « Alors, mes chéris, vous avez bien dormi ?» Là, vous venez de faire connaissance des 5 principaux protagonistes du bal des poupées, 3 enfants et 2 adultes, dont on parlera plus en détail demain.